et à tous, et merci d'être là. Merci Maxime d'accepter le principe de cet entretien. Donc, j'ai mis en place un PowerPoint qui va tourner en boucle pour montrer des images. C'est pas sur les images ponctuellement et au fur et à mesure qu'on va parler, c'est plus de manière très générale, mais évidemment, on y fera potentiellement référence. Alors évidemment, je n'ai rien préparé qui est préparé. Je fais démarrer le PowerPoint. Hop, hop. Ah, lui aussi, il va me faire des caprices. Il marchait tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai rien changé là? Diaporama. Toc. Ah ben non, je suis bête. C'est moi qui... Voilà. Et toutes les 7 secondes, vous aurez une nouvelle image. Alors, comme j'ai un peu l'habitude de le faire, Maxime, on va recaler un peu l'histoire de ton parcours, mais brièvement, originaire donc des Deux-Sèvres, à Thouars, ville que je connais très très bien, et ensuite une école préparatoire, après les études secondaires brillamment réussies, je suppose, une école préparatoire pour entrer dans une école d'art. C'est ça, mais à la base je voulais faire une école d'archi. Du coup, ouais. c'était une prépa pour école d'art, archi, design, et ils nous ont un peu forcé à tout essayer, et l'un dans l'autre, j'ai fini par tenter ma chance en école d'art et débarquer à la Garçon à Nice. Et c'était super. D'accord, je suis en train de regarder de l'œil si ça tourne, mais j'ai l'impression qu'il est bloqué là l'image. C'est vrai que je n'ai pas vérifié pourquoi il est bloqué. Énervant. Pourquoi l'image est bloquée? Alors, ça veut dire quoi ça? On va essayer de remédier. Transition. Ah oui, mais pourquoi il s'est mis là? Toc. On va essayer, hein. Il ne faut pas avoir peur. Top, diaporama. À partir de l'image, je vais vérifier que ça tourne. Donc, la Villa Arson à Nice, qui est une école des Beaux-Arts, ça n'a pas l'air d'aller. Pardonnez-moi, hein. Tout à l'heure ça marchait, maintenant ça ne veut plus. Non, on peut les faire à la main, mais à la main ça va nous changer le programme. Si, ça y est. Non, c'est possible. J'essaye encore une fois, sinon, ne vous inquiétez pas, on ne va pas traîner trop là-dessus. Il ne faut pas que les... Appliquer partout, tac, tac, tac. 7 secondes, pourtant c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Diaporama. Départ ici. Il faut absolument que j'apprenne un jour définitivement comment ça marche. J'attends de voir s'il y a la suivante. Bon. Hein? Ah oui, la troisième, 3 x 7, 21. D'accord. Je suis un peu embêté, mais ce n'est pas dramatique. On va s'en sortir. On va s'en sortir et on va pratiquer le manuel. Donc, on va peut-être un peu s'appuyer sur le déroulé. Dans tous les cas de figure, pour l'instant, on va rester sur cette image-là, qui n'est pas vraiment une image. Tu nous disais Villa Arson, donc une école d'art assez pointue à Nice, où tu as évidemment fait lier amitié avec un certain nombre de personnes, et notamment avec un garçon qui s'appelle Arnaud, je crois bien. Et vous avez réalisé un vieux rêve, et vous êtes allé... il ne va pas me faire des caprices tout le temps. Vous êtes allé, mais pourquoi il ne veut plus se mettre en 66? À Los Angeles. À Los Angeles. Donc un road trip, comme on appelle, en Californie. C'est ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui motivait ce voyage? C'est le mythe américain de tes aînés? Bah, je pense qu'il y avait un truc comme ça. Bon, déjà, j'ai pas fait d'Erasmus, du coup, à la fin, enfin, normalement, en 4e année, tout le monde part en Erasmus et va voir un peu du pays. Moi, je suis resté en 4e année à Nice toute l'année. Et j'avais envie de faire un voyage. Et j'écoutais énormément de musique californienne
à ce moment-là, de musique rock, des années 60 à la musique actuelle. Et je pense qu'aussi, un truc finalement après coup je me dis assez souvent, c'est que venant de Paris et de banlieue parisienne, le fait d'être allé à Nice, il y avait quelque chose un peu une version un peu côte californienne, il y avait des palmiers, il faisait beau, les gens étaient bronzés, et il y avait quelque chose un petit peu de cet ordre-là. Et je me dis, quand j'écoutais ma musique californienne, c'était un peu la cuisine à aller potentiellement explorer, et peut-être alimenté aussi par tout un imaginaire que j'avais lié au cinéma, à mes lectures, et un peu tout ça. Donc à un moment, je me suis dit, bah, pourquoi pas partir en Californie. J'en ai parlé à Arnaud, qui avait sûrement d'autres motivations que les miennes, mais ça l'a tenté. On est parti une quarantaine de jours en tout, et essentiellement en Californie. Et essentiellement en Californie. Vous êtes passé à New York quand même? On est passé à New York et à Montréal sur le retour tant qu'à faire. Oui, bien sûr. Mais c'était en gros un peu plus de 2 semaines à Los Angeles et une semaine à San Francisco. D'accord. Coup de cœur, vérification de l'intérêt, ou Moi, bien pas plus que ça? Si, moi j'ai vraiment adoré Los Angeles. Du coup, il fallait aussi qu'on écrive un mémoire en 5e année, parce que ouais, il fallait en écrire un. Et j'avais pas du tout envie d'écrire un mémoire classique, universitaire, etc. Et aux Beaux-Arts, on peut faire un peu tout ce qu'on veut. Donc je me suis dit que j'allais écrire une nouvelle sur Los Angeles. Mais que j'ai écrit en amont en disant que Los Angeles c'était la ville du fantasme. Et du coup, ça avait un peu du sens pour moi d'écrire avant d'y aller, de faire une pré-visite un peu fantasmée dans Los Angeles. C'était sous forme d'une petite enquête policière où on se baladait dans un Los Angeles que j'imaginais avec tel musicien, avec tel personnage de cinéma ou de livre qui me plaisait, un peu de reconstituer mon espèce de Los Angeles imaginaire. Et donc, donc j'ai écrit avant d'y aller, et puis sur place, on avait juste la mission de trouver un éditeur pour l'imprimer, et on a fait ça au final. J'ai un imprimeur très très classique, mais c'était bon. Un imprimeur très très classique, Gallimard par exemple? C'était un Copytop, enfin l'équivalent du Copytop là-bas. Alors, ce voyage, il est très important. Évidemment, il a été l'occasion de constituer comme une espèce de réservoir d'images, de photos, uniquement de photos, ou est-ce qu'il y a aussi, par exemple, des carnets de dessin, comme quand Delacroix va au Maroc en 1832, il rapporte des carnets qui sont au cabinet d'art graphique du musée du Louvre. Est-ce qu'il y avait aussi une activité graphique ou uniquement film? Peut-être film aussi? Non, non, du coup, j'intégrerai pas le cabinet d'art graphique du Louvre parce que non, parce qu'il n'y a pas de carnet. Non, je dessine jamais comme ça. Je dessine vraiment toujours à chaque fois juste mes dessins comme vous les voyez au mur à l'expo. Donc pas de carnet de voyage. Ce truc que j'avais fait pour moi, du coup, Los Angeles, c'était aussi un pèlerinage sur les terres du rock, de toute la musique que j'écoutais. Ouais. Et du coup, je m'étais dessiné, j'avais un petit carnet quand même, mais qui était pas pour les mêmes raisons. J'avais redessiné la carte de Los Angeles et de San Francisco en mettant tous les points un peu historiques à aller visiter, à savoir la maison où avait habité Jim Morrison, le bar où Frank Zappa allait boire ses bières, et le premier bar punk, tous ces trucs-là. Du coup, ça me donnait des points. Chaque jour, en gros, on a tout fait à pied aussi, ce qui est très étonnant apparemment pour les Californiens. Parce que Los Angeles c'est immense, mais nous on l'a fait à l'européenne. On prenait le bus tous les jours en se disant dans tel quartier, on quadrille en allant de tel à tel point à pied. Et c'était très systématique, quoi. Et rassure-moi, vous êtes quand même allé voir le Getty Museum? Pas sûr. Pas sûr, en 40 jours? Non, pas sûr, pas celui-là. Non, on était 20 jours. 20 jours à Los Angeles, vous n'êtes pas allé voir le Getty Museum? On a fait le Mocha. Il essaye de le LACMA. Non, il n'existait peut-être pas encore. Il existait, mais on a fait des galeries un petit peu, qui n'étaient pas ouf. J'imagine l'Américain qui vient en France, l'étudiant américain en Beaux-Arts qui vient en France, qui passe 20 jours à Paris, qui ne va pas au Louvre. J'ai fait le mettre à c'est pas reproche, mais je trouve que c'est presque un luxe, quelque part. Ouais, moi je m'intéresse à d'autres choses. Ouais, bien sûr, il n'y a pas de souci. Donc, réservoir d'images, vraiment très important. Tu as une idée du volume de ce réservoir d'images? Ouais, j'ai vraiment mis autant j'allais voir tous ces lieux historiques, un peu de l'histoire
du rock, mais autant finalement ce que j'ai vraiment pris en photo, c'était tous les lieux que je traversais, en me disant que, je sais pas, c'était une espèce de prise de notes, en fait, je pense pour moi, et je cadrais pas spécialement, juste j'avais mon appareil photo que j'avais acheté pour l'occasion, en me disant que pour un beau voyage comme ça, il fallait un appareil photo correct, et on n'avait pas les iPhones non plus à cette époque-là, et juste je m'y travaillais à chaque fois que je passais dans une rue, tel carrefour, tel truc qui m'intéressait un peu, j'en ai fait énormément, et voilà, je pense l'équivalent du carnet de dessin, mais un petit peu plus rapide. Et bon, il y a peut-être 500 ou 1000 photos sur tout le voyage. Mais... Et des vidéos? Il y avait une vidéo dans ton appareil photo? Ouais, mais quasiment pas. Non, quasiment pas. Quasiment pas. Ok, donc plutôt les arrêts sur l'image. Le seul truc que j'ai pris en vidéo au final, c'était quand on est arrivé à Montréal après tout ce road trip, partant de Californie où vous êtes très très beau, c'était septembre. C'était un peu une espèce de canicule. On a fini à Montréal un mois plus tard où du coup il y avait de la neige et il y avait un endroit où il y avait une vague éternelle. Je ne sais pas si vous voyez ce truc, mais il y a des endroits dans le monde où il y a des vagues qui font sur place et il y avait des surfeurs du coup à Montréal qui surfaient sur place sous la neige un mois plus tard. Et donc c'est le seul truc je crois que j'ai vraiment pris en vidéo. C'est quelle période de l'année? C'était septembre-octobre. Septembre-octobre, ok. Donc, tu as dit que vous étiez allé à Montréal, à New York aussi. Ouais. Mais d'après ce que j'ai en mémoire, mais je ne connais pas tout ton travail de A à Z sans erreur, j'ai New York et Montréal, tu l'as reversé dans ton travail? Non, c'est pas sorti. Il n'y a eu que la Californie. Il n'y a que la Californie, on est bien d'accord. Et pourquoi ça m'a pas du tout... Enfin, New York, ça j'ai t'a pas pas du tout accroché? aimé. J'y suis retourné après, mais j'ai pas du tout aimé. Et Montréal, ça n'allait pas trop dans mon thème. J'avais envie de dessiner la Californie, j'y étais allé pour ça. D'accord. J'ai fait mon mémoire sur Los Angeles, du coup je pense qu'il y avait un truc aussi en préparant le diplôme. Ouais. Il y avait un peu de cohérence aussi. Et plastiquement, formellement, ça m'a plus intéressé. Okay. Ben justement, puisque tu parles du diplôme, c'est justement ce que tu as proposé, c'est tout un travail. Là, c'est la ville Larson qui dispose de très beaux espaces, puisqu'en même temps, il y a un centre d'art contemporain qui est adjacent, je vais dire, à l'école des Beaux-Arts, donc des très beaux espaces. C'est vrai que pour les étudiants, pour le DNSEP, c'est quasiment déjà faire sa première exposition personnelle dans un lieu magnifique. Ouais, c'était chaud. Du coup, là, par exemple, c'était l'atelier des deuxième année. On vit tous les ateliers en fin d'année de l'école. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'ultra beau aussi. Mais bon, ça va être dans toutes les écoles d'art en même temps, en exposant dans nos anciens locaux, mais de pouvoir à la fin investir entièrement en atelier. On a passé énormément de temps. Et est-ce que j'articule assez aussi? Ça va? On m'entend? Pas encore manifesté. Et je l'avais construit au final cet accrochage comme j'avais fait mon voyage. Ouais. Peut-être avec la photo d'après. Vas-y. On est arrivé, la première salle c'était celle-ci, c'était un couloir où c'était le seul dessin au fond, là, le seul dessin réalisé avant ce voyage-là. Et en fait, avant de faire ce voyage-là, je m'intéressais déjà à la culture rock, on va dire. Mais je prenais des photos que je trouvais sur internet et de lieux mythiques de l'histoire du rock, donc souvent des salles de concert où là, en l'occurrence, c'était les toilettes du bar du CBGB, un bar punk ultra important à New York, qui était très très tagué. Formellement, c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Du coup, j'avais ce dessin-là que je voulais présenter en premier, comme avant ce voyage, j'ai eu ce premier pas. Pendant le voyage aussi, j'ai pris des photos, mais le seul geste aussi que j'ai fait pendant tout ce voyage, c'est que j'avais ramené des feuilles A4 et des crayons de couleur, des crayons, pas de couleur du coup, mais des crayons de graphite, et que j'allais à tous les endroits où j'allais, les endroits mythiques de l'histoire du rock, je prenais une empreinte de chaque mur, donc je posais mon papier sur le mur. Tu faisais un frottage. Ouais, je faisais un frottage, et j'ai ramené ces empreintes-là, que ensuite j'ai numérisées, et j'en ai fait des tampons. C'était le début mon pratique de tampons, et du coup c'était des tampons au format A4. Et j'avais l'idée un peu fantasmée et poétique, on va dire, en remplissant mon mur de ce tampon, je recréais l'espace du CBGB ou de ces endroits-là. Donc là, par exemple, on avait les tampons du CBGB, qui étaient du CBGB, le bar punk, au mur, avec l'idée de recréer un peu cet espace-là. Et après, on revenait dans les autres, on allait dans les autres espaces. Et on partait de Los Angeles comme je l'avais fait, on avait des dessins qui correspondaient à Los Angeles, et on allait jusqu'à San Francisco avec par moments des bouts de mur, comme j'avais pris des bouts de mur qui
qui était rempli de mes tampons. Et voilà, du coup, en gros. Donc en fait, dès ce moment-là, on est en 2015, au DNSEP, Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique, je crois. d'Expression Plastique. C'est donc le final, après 5 ans, pour ceux qui ne le savent pas, après 5 ans d'école des beaux-arts, sinon c'est le DNAP au bout de 3 ans. J'ai l'impression que déjà, à ce moment-là, tu mets en place tout un dispositif du travail qui est encore en service, si je puis dire. C'est-à-dire que tu parles déjà des tampons, tu parles de frottage, tu travailles en noir et blanc. D'ailleurs, pourquoi ce noir et blanc? Parce que je sache, même si j'ai pas mis longtemps les pieds à Los Angeles comme toi, c'est pas noir et blanc Los Angeles. C'est pas très noir et blanc. Non, pas très noir et blanc. Donc qu'est-ce que c'est que ce choix du noir et blanc? Comment tu le justifies? Je pense qu'au final c'était un ensemble de plein de choses assez instinctives ou juste concrètes. Mais du coup, durant mes études, j'avais envie de faire du dessin déjà et de faire des grands formats, c'est quelque chose qui me plaisait assez. Du coup, le dessin s'y prêtait et le médium du fusain s'est imposé assez rapidement comme un moyen de remplir des grandes surfaces et j'ai eu un attrait pour ce médium-là. Et du coup, voilà, déjà juste un attrait qui était porté par des référents, des références qui gouvernaient un peu ou qui te stimulaient ton esprit créatif par rapport à des modèles? Non, même pas spécialement, parce que je pense que j'ai toujours regardé énormément de peintures et des dessinateurs, c'est venu plus tardivement. Là, en 5e année, je pense que je connaissais assez bien le travail de William Kentridge, qui continue de m'influencer énormément. Mais c'était pas en pensant à lui au début que j'ai pensé ça, c'était juste un outil, on va dire, comme un autre. Et après, je pense que ça convoquait aussi un univers rock qui, moi, me plaisait énormément. Et de dessiner Los Angeles aussi, qui a été fait, refait, de ne pas le faire en coloris, il y avait quelque chose qui pour moi avait un petit décalage qui me plaisait, et qui allait aussi avec, je pense, enfin du coup c'est vraiment un ensemble de plein de choses, mais qui allait avec une ambiance polar qui moi m'a toujours énormément intéressé, particulièrement à Los Angeles, donc je pense qu'il y avait tout cet ensemble-là qui me plaisait. Et dans le diplôme, pour le coup, il y avait, en voyant ça, j'avais des dessins beaucoup plus abstraits. J'ai un peu arrêté pendant un moment, mais c'est vrai que j'avais des dessins purement de réflexion, de gestes et abstraits. Et je reviens un peu vers des trucs comme ça, peut-être plus récemment. Mais pour ça, ou pour le dessin froissé là, que vous avez sur le mur. Il y en avait quelques autres. D'accord. Alors, donc cette année 2015, je reviens à l'ordre chronologique, puisque c'était comme ça que j'avais construit ce PowerPoint qui ne veut pas tourner tout seul. On va regarder, donc on reste, évidemment, c'est l'année de l'ANSEP, on reste dans cette iconographie californienne, complètement. Et sur des grands formats, donc des images qui sont relativement cultes par rapport à une histoire de l'art, parce que quand on voit une station-service ou une station de lavage de voitures, ça renvoie évidemment à une figure mythique pour les artistes qui s'appelle Ed Ruscha et qui a réalisé un livre d'artiste, mais tellement connu que c'est devenu un objet culte, 36, je crois, 36 Gasoline Station, un truc comme ça, 26. Peut-être 26. Ah non, 20, oui c'est ça, non pas 36, 26. C'est mon mauvais anglais. Ça c'était mon petit Ed Ruscha, C'était vraiment pour ça que j'ai fait. Oui, on peut l'imaginer. Alors ça fait penser aussi à un autre artiste qui est Hopper, parce que Hopper nous a laissé aussi. Donc cette culture pop, elle t'intéresse de manière très puissante. La culture pop, elle est en fait pas originaire de Californie, elle est originaire de New York, si on est dans l'histoire de l'art et des moments. C'était pas forcément conscient, mais oui, dans le fond, clairement, tous les artistes que je regardais, au final, étaient des artistes pop, des artistes new-yorkais. J'ai regardé en prépa, et finalement, j'ai regardé encore aujourd'hui. Et dernièrement, je me repenchais un peu sur Rauschenberg, et je sais que c'est vraiment des premiers artistes que j'ai regardés, avec Andy Warhol, et d'autres comme ça, je les regarde encore aujourd'hui, et ça ressort d'une manière de mon travail. Ça constitue un peu le
le fondement même de ton travail, de ta réflexion esthétique. Oui, complètement. Et j'imagine que ça a participé aussi à l'attrait que je pouvais avoir de la Californie et de l'Amérique. Donc, des images, en voilà d'autres, par exemple le Sunset Boulevard. Ces images-là, elles sont à ce moment-là encore complètement, je dirais, égalisées, ou elles sont au contraire présentent des matérialités différentes. C'est uniquement un travail de dessin fusain. Bah, ce dessin-là, en l'occurrence, il commence à y avoir un peu d'autres choses. Avant, il y a... Bon, je ne sais plus trop avant. Mais au début, c'était essentiellement du fusain. Et là, celui-ci, j'ai intégré des tampons et du transfert dans les panneaux publicitaires qu'on a derrière, là, les 3 panneaux. Il y a du transfert d'affiches que j'avais récupérées. Un transfert effectué comment? Avec de l'acétone. Enfin, le triclo. Le transfert au triclo, d'accord. Okay. Et j'avais un peu twisté le truc. C'était pas ça les affiches à base, mais j'ai récupéré des affiches de festival de groupes de musique que j'aimais bien. Et ça participait à recréer. Les tampons, par exemple, n'étaient pas non plus sur ce bar où j'ai un peu twisté le truc, mais à la base, c'était un restaurant de tacos que j'ai voulu rendre un petit peu plus punk, et j'ai récupéré plein de tampons que j'avais pu croiser soit dans la rue à Los Angeles, soit sur des pochettes de disques. Enfin, c'était tout un ensemble d'imagerie locale que j'ai récupéré, que j'ai investi dans ce dessin. Et est-ce que ce choix du noir et blanc, il a à voir avec la culture cinématographique américaine des années 30, 40, 50, pour le faire un peu large? Pour le coup, je ne l'ai pas trop regardé celle-là. Donc, tu n'as pas regardé beaucoup ça? D'accord. Ça pourrait très bien justifier. Oui, non, complètement. Mais non, j'ai pas regardé. D'accord. Alors, j'ai retenu cette image parce qu'elle m'intéressait dans la fragmentation, dans l'arrachement, en quelque sorte, et puis évidemment ton rapport à l'écriture. Tu en as déjà parlé, mais c'est quelque chose qui est important. Et comment cette image-là porte par le fait même de ces processus d'arrachement et de fragmentation, la question de l'illisibilité, qui est quand même quelque chose assez prégnant chez toi. Surtout quand, j'espère que vous avez tous vu l'exposition, c'est quelque chose qui a une importance peut-être n'aura pas permanente, puisque la dernière image est plus lisible, on la verra tout à l'heure. Mais c'est vrai que ce qui m'intéressait, c'était, avec ces images de 2016, c'est un choix que j'ai fait dans ce qu'il m'a donné comme matériau, c'était ce cheminement progressif vers quelque chose qui aboutit complètement au monochrome noir. Toi-même, tu ne la reconnais pas, si? Alors, il me semble d'ailleurs que c'est une image que j'avais eu l'occasion de voir la première fois où on s'est rencontrés à Vaison-la-Romaine. Ouais, il me semble que c'est... Ouais. Parce que j'avais été très frappé par cette intensité, ce noir, qui est pour moi un noir mental aussi, quelque part. Comment tu peux défendre, entre guillemets défendre, une image aussi peu offerte? Bon, en vrai, on voit un peu plus de couches quand même. En vrai, oui, bien sûr. Et non, et puis là où tu l'as vu à Vaison-la-Romaine, c'était dans un hôtel, et il y avait c'était un peu challenge aussi d'accrocher dans un hôtel, et il y avait un couloir vraiment ultra étroit pour aller jusqu'à la chambre, et j'avais choisi de le mettre là, et pour le coup, on n'avait vraiment aucun recul, mais on était obligé d'être plongé dans le dessin directement. Et en fait, il y a plus ou moins 2 couches de noir. C'était assez léger, mais je pense que c'était déjà un peu l'idée qui continue d'être là, de vouloir avoir des images qui ne soient pas accessibles forcément tout de suite au premier regard, qu'on ait différents temps, donc là, d'apercevoir peut-être quelque chose qui a l'air tout noir au début. Et au fur et à mesure, là, il va un peu s'habituer, comme quand on est dans une pièce sombre, et tout doucement, on va remonter l'image, mais en faisant aussi des pas en avant, des pas en arrière, on allait un peu chercher. Et après, là aussi, du coup, il y a tout le truc des petits points blancs, là aussi, dans ce dessin qui m'a intéressé particulièrement. J'appelle ça des petits pets, mais dans ce truc très très noir, d'avoir aussi quelques moments où
où ça ressort, et ça c'était le papier qui s'arrachait. Ouais. Les couches, en fait je faisais une couche noire en fond assez dense Avec le fusain. Là il n'y a que du fusain sur ce dessin-là par exemple. que du fusain. Là, il n'y a que du fusain, donc je faisais un fond noir sur un papier blanc que je fixais. Après par-dessus j'utilisais ma technique dont on n'a pas encore parlé, mais grosso modo je remplis mes feuilles de scotch. Et je viens faire un pochoir, je viens dessiner tout mon dessin au cutter. Tu recouvres complètement la feuille de scotch. C'est ça c'est ma base. Et après je viens découper au cutter mon dessin. Et du coup je garde qu'une partie. Donc tu découpes au cutter et tu enlèves. Et j'enlève les parties que je ne veux pas et je garde celles qui vont être les plus claires au final. Soit blanche, soit là un peu plus claire. C'est un peu le principe du pochoir. Ouais, sauf que c'est pas le pochoir qui est fabriqué en amont, il est fabriqué directement sur le support. Et en venant découper dans le papier, mais parfois ça arrache plus ou moins en retirant les scotch à la fin. Il peut y avoir un truc où en fait il y a des couches de papier qui partent avec. Et ça c'est toujours un truc qui m'a intéressé dans à peu près tous mes dessins, mais le côté de la fabrication de l'image qui vient sortir. Et quand le papier vient s'arracher, souvent ça suit les traits du dessin et ça vient révéler. Alors justement, tu viens de dire le mot que j'allais te tendre, parce que toute image est de l'ordre de la révélation. C'est une grosse question ça. Je sais pas, mais en tout cas, la façon dont je fais mes dessins, c'est vrai qu'il y a ce truc où je travaille pendant un certain temps à faire mon dessin au cutter, après je vais remplir ma feuille de fusain coloré, etc. Et c'est vraiment que au dernier moment, quand j'ai fini de dessiner, après tout ce temps de préparation, que je vais pouvoir révéler mon dessin dans les scotch et je le vois enfin apparaître. Je vois enfin si ça marche ou pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de préambule conceptuel de l'image, tu la laisses te surprendre, en quelque sorte. Ouais, complètement. Au fur et à mesure, après, évidemment, je vois un peu, j'ai des intuitions, plus je connais mon médium, ça se précise plus ou moins, mais en même temps, pour tous les dessins, ouais, j'ai une vague idée en disant j'ai envie d'essayer ce genre de composition, de geste, et ça se joue à la fois quand j'avais mes scotch, je me rends compte que ça marche ou que ça marche pas. Est-ce qu'il y a beaucoup de déchets? Il y en a assez peu. Ou est-ce que tu les prends en compte, si je puis dire, les accidents ou... Les accidents, je les prends en compte et je les cherche, justement, enfin, vraiment, je les Tu cherche. les cherches. Et là, tu cherches l'accident. Oui, complètement. Là, tous les petits points blancs, il y en a que je suis allé chercher moi-même pour aussi faire une compo qui se tienne un peu, et parce que ce geste me plaisait, et je voulais des pets blancs. Et non, les accidents, je les cherche constamment. Mais après, par contre, j'ai une façon de travailler quand même. Une fois que j'ai retiré mes scotch, en général, soit le dessin me plaît ou ne me plaît pas, mais je vais rarement réintervenir dessus. S'il marche pas, sachant qu'en plus avec cette technique à l'époque de fusain, j'allais pas remettre de toute façon des scotch partout. Enfin voilà. Du coup, mais c'est un protocole de travail que j'aime bien. Voilà, il y a tout un instant de travail à la fin. On révèle et on observe. On regarde pas. Alors, on va regarder d'autres images de cette même année 2016, mais elles ne sont pas toutes dans la même qualité monochrome noir, évidemment. J'ai choisi celle-ci parce que je crois bien que c'est une image, tu me corriges, hein, qui va devenir un peu récurrente. En fait, il y a chez toi comme ça certaines images de toutes celles que tu as photographiées que tu remets sur le tapis sans cesse. Alors c'est un peu piège, c'est pas exactement celle-là, mais tant mieux parce que c'est un peu le jeu. Mais oui, c'est quasiment celle-là. Il y a une maison qui est de San Francisco très classique comme celle-ci, Ouais. qui est devenue motif dans tout mon travail. Mais c'est là justement, ça jouait un peu ça aussi, que c'est à peu près la même, mais un peu différente, et j'aimais bien ces choses-là. Donc, le travail, assez rapidement, il va se déterminer à l'ordre de cette accumulation par strates et superposition d'un certain nombre d'images. Et je voudrais simplement là reprendre ce mot de palimpseste que nous avons retenu communément, enfin, pour l'expo ici à Thonon. Et je voudrais surtout repréciser avec exactitude ce qu'est un palimpseste. En fait, c'est une feuille sur laquelle il y a une écriture ou une image, et puis on l'efface, et puis on rajoute
une écriture, une image, une nouvelle, et puis on l'efface. Et par extension, ce mot de palimpseste a désigné plusieurs feuilles l'une sur l'autre qui s'accumulent et qui, par transparence, deviennent une espèce de paquet un peu illisible. C'est pourquoi, hier, au vernissage, je parlais des manuscrits de la mer morte, parce qu'on dit que ce sont un mode palimpseste. Donc ça, c'est parce qu'il y a une définition première qui est un peu radicale, sur un seul support, une seule feuille, et puis par extension, évidemment. Précisément, je voudrais venir sur cette histoire-là de palimpseste. Qu'est-ce qui, au bout du compte, t'intéresse dans cette accumulation, dans cette superposition? Il y a pas mal de choses, mais déjà pour revenir à cette histoire de palimpseste, et ce que je t'ai raconté quand tu es venu à l'atelier pour me proposer ce titre, et que je t'ai dit bah, c'est parfait parce que en vrai palimpseste, moi j'ai découvert ce mot en prépa, et c'était un de mes profs qui me suggérait d'aller me renseigner un peu sur ce qu'était le palimpseste parce que ça allait probablement m'intéresser, et notamment dans le travail de Cy Twombly que je découvre un peu à l'époque, qui était mon premier choc artistique, qui m'a un peu donné envie de faire un peu de l'art quand même. Et du coup ce terme, je l'ai depuis la prépa, et encore jusqu'à aujourd'hui, c'est un truc qui a vraiment traversé mon travail. Donc ça m'a intéressé déjà comme quelque chose de déjà formel, de la même manière que ça pouvait le travailler, il y a quelque chose qui moi m'attirait sans forcément savoir quoi. Et je pense que moi j'aime bien les images qui se disent pas et qui se lisent pas tout de suite non plus. Donc ça c'est quand même un lien dans la plupart de mes dessins et de plus en plus. Et puis après, mais il y avait quelque chose qui conceptuellement m'intéressait dans cette idée que bon, il y a eu ce voyage en Californie. Je suis revenu, je me suis dit que ça avait été cool et que ce serait que ce serait bien de dessiner ces espaces dans lesquels je m'étais baladé, et que c'était chouette. Et c'est parti un peu comme ça, et après au fur et à mesure j'ai travaillé sur ce voyage pendant des années et des années, j'ai voulu l'étirer, et il y a quelque chose qui conceptuellement m'intéressait au bout d'un moment, en fait, ce que j'ai fait une fois que, enfin on est déjà au tampon, mais ce que je faisais une fois que le dessin fusain avait été réalisé, l'étape d'après, ça a été de les prendre en photo et d'en faire soit des tampons, soit des sérigraphies qui allaient être mis en fond de mes dessins. Et sur lesquels j'allais revenir dessiner. Ce geste-là m'intéressait dans le rapport que ça pouvait avoir un peu d'archéologique ou de mémoire, d'histoire, d'avoir des couches. Voilà, il y a eu un temps, 1 ou 2 ans, où j'ai travaillé au fusain, j'ai fait ce type de pratique, je le pose derrière et je retravaille par-dessus, et ainsi de suite. Et donc ça me plaisait, et d'autant plus où techniquement, en termes de dessin pur, je trouvais ça trop intéressant d'avoir une image derrière qui viendrait parasiter celle devant. Ça m'intéressait pas tant, enfin j'ai un peu dépassé le truc de vouloir juste faire une image photographique, et je pense que c'est aussi pour ça où je me suis mis un fond un petit peu qui allait brouiller, et sur lequel je redessine une autre image, mais que les deux vont coexister. Et dans ce dessin-là que tu montres particulièrement, ou même et ça c'est aussi des accidents, où c'est en dessinant que je m'en suis rendu compte, mais que l'angle de Chine que je mettais derrière pour tamponner, finalement, au bout d'un moment, elle vient se parasiter avec le fusain par-dessus, et même moi, je ne sais plus exactement ce qu'est le fusain ou ce qui est en Ça peut cohabiter facilement, matériellement, dans le temps. Enfin, tu me diras, plus tard, tu pourras nous donner la réponse. Mais là, j'ai 6 ans de recul, ça a bien marché. Mais le fusain tient sur l'encre de Chine. Ouais. D'accord. Et après, l'encre de Chine, elle est par petits points, là aussi, c'est pas un fond. Mais les deux, ils se mélangent, et c'est un truc qui me plaît et que j'ai continué à pousser depuis. Au bout du compte, ce qui anime ton travail, ce qui le motive aussi, c'est la question de l'image, fondamentalement. Plus encore, la question de la fabrique de l'image. La nature, le statut, l'image, etc. J'aime bien cette formule de Flaubert. Chaque œuvre porte en elle la forme qu'il faut trouver. J'aimerais que tu réagisses là-dessus. Elle est belle, non? Ouais, non, elle est très belle. Mais elle te convient aussi. Ouais, elle me convient. Dans la manière dont tu parlais des accidents, de l'aléatoire,
de tout ce... Si, bah, complètement, et peut-être d'autant plus dans les derniers dessins, en tout cas c'est celui que j'ai le plus en tête qui me vient là tout de suite, mais le tout dernier dessin qui est dans la dernière salle du fond, Dernière salle. par exemple, c'est vraiment... qui est plus lisible. Ouais, entre Ah oui, guillemets, quand même. mais L'homme là, avec la c'est une idée voiture, Arnaud. où finalement, je pouvais faire vraiment juste des jeux formels qui n'ont pas trop de... peut-être pas trop de sens non plus, mais il y a une image, je viens colorier, chercher des formes dans les formes, et elles existent pour elles-mêmes quand il y a des aplats de couleurs, il y a des couleurs qui se répondent, et avec la photo et tous ces trucs-là, oui, il y a quelque chose qui parle un peu de soi et qui me convient très bien. Qui parle un peu de soi, ça m'intéresse. Je vais aller chercher une citation. Je vais aller chercher une citation parce que, alors, c'est bien que tu aies dit qu'il parle un peu de soi, parce que, objectivement parlant, si on ne te connaît pas et qu'on regarde ce travail, on ne prend pas, on ne trouve pas une mesure subjective. On est face à des images qui, certes, procèdent de cette accumulation dont on a parlé, mais il n'y a pas quelque chose dans le contenu de l'image qui renvoie à la subjectivité de son auteur. Donc on est dans un principe de distanciation objective. Est-ce que cette formule déjà de distanciation objective, elle te convient, tu la prends en compte, Oui. on n'est pas, je ne suis pas dans l'erreur. Non, complètement. Oui, complètement. Dans tout mon travail, déjà juste dans ce procédé de prendre en photo les dessins, les aplatir un peu, les mettre en fond, et mettre des couches qu'à chaque fois je mets derrière, en espérant qu'elles viennent un peu ressortir quand même et continuer à vivre avec le reste. Mais oui, il y a quelque chose de l'ordre de la mise à distance, et le fait d'avoir dessiné en noir et blanc pendant longtemps aussi. Oui, enfin, il y a clairement ça, il n'y a pas de... peut-être il n'y a pas de personnage, il y a plein de trucs qui... Voilà, il n'y a pas de personnage, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de narration. Après, j'ai essayé de créer quand même une espèce de narration, mais pareil, pas évident non plus que chaque scène se réponde un peu, mais ça fasse partie un peu d'une espèce d'ambiance un peu générale, mais sans... Il se trouve que je suis en train de lire un bouquin d'une autrice, comme on dit joliment, qui a eu son heure de gloire il y a peu de temps, puisqu'il s'agit de Annie Ernaux, prix Nobel de littérature. Je suis en train de lire un livre très particulier qui s'appelle L'Atelier Noir, c'est pas fait exprès, et qui est en fait son journal de bord de réflexion sur le travail qu'elle fait. Il est passionnant quand on est noyé un peu dans Annie Ernaux, comme moi, depuis que j'ai lu le premier livre qui s'appelait Le jeune homme il y a 2 ans, et puis qui m'avait passionné. Et donc, voilà, j'essaye de balayer toute l'œuvre d'Annie Ernaux. Et dans les notes de cet atelier noir, je suis tombé sur des formules, et je me suis dit, c'est drôle comment les choses se trouvent. Écoutez ça. Raconter une histoire, c'est tarte. La construction peut seule donner de l'intérêt à ce que je fais. Les meilleurs passages, elle cite un de ses ouvrages, dans La Place, peu importe si on le connaît, sont ceux qui coupent, tranchent. Le fragment, en italique dans son texte, est vraiment important. Je me suis dit, mais il va s'y retrouver, Maxime. Oui, là, au cœur même de ton boulot, il me semble. Ouais, donc, raconter une histoire, c'est tarte. Tu adhères à cette formule ou bien tu la temporises? Si, je la comprends, et j'y adhère. Mais j'ai quand même l'envie de raconter l'histoire. Donc, envie nouvelle ou pas? Non, toujours. Mon mémoire que j'ai écrit, j'ai raconté une histoire, mais ça m'a trop plu d'écrire une histoire. Alors, depuis, c'est un truc. Oui, mais alors là, tu le mets à l'ordre de la littérature. Ouais. Dans ton travail plastique, tu es d'abord, il me semble, enfin, à moins que je me trompe, un artiste plasticien, comme on dit, avant d'être un auteur littéraire. Oui, mais après, mon travail littéraire, quand il voit le jour,
je me place pas comme un écrivain, D'accord. je me place pas dans le champ de la littérature, je me place vraiment comme un artiste plasticien qui écrit un peu à côté aussi et qui essaye de plus en plus de faire cohabiter ça avec ma pratique parce que je vois ça comme un tout. Mais après, c'est vrai que dans mes dessins, j'ai jamais voulu qu'il y ait des scènes avec des personnages qu'on reprenne un peu tout de suite. Parce que c'est pour le coup ça, oui, je pense que je dirais que c'est un peu de tarte. En tout cas, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Et d'essayer de raconter des histoires sans personnages, avec des images qui soient pas complètement lisibles. Ça m'intéresse beaucoup plus. Et du coup, après, ce qu'elle raconte Eh ben, elle de utilise un construction mot et qui des me parle. gestes, ouais, mais enfin, ça... La construction, dit-elle, peut seule donner de l'intérêt à ce que je fais. Et dans la Ça, j'entends, construction, ouais. pour elle, je vois pour toi la fabrique de l'image. Non, carrément. Mais après, du coup, pareil, je le modérerai peut-être un peu, mais c'est sûr que la construction d'une image, c'est ça qui me plaît énormément, mais je veux pas, en tout cas, j'essaye que ce soit pas juste ça, quoi, que ce soit pas juste un truc, oui, conceptuel, un peu, enfin, de conception, je pense que c'est exactement pareil, mais qui a un peu d'autres choses aussi en plus, parce que quand Donc c'est tu es- que construction, c'est chiant et c'est tarteuse. Enfin, D'accord, tu laisses entendre que tu veux quand même un petit peu glisser de l'incarné ouais, complètement. dans ton travail. Et de D'accord. plus en plus, il Mais, autorise, et de plus en plus, voir la dernière. Mais quand elle dit que les meilleurs passages d'un de ses romans sont ceux, enfin romans, non, elle parle jamais de roman d'ailleurs, d'un ouvrage, sont ceux qui coupent, tranchent, et qu'elle écrit le fragment en italique est vraiment important. Le fragment chez toi, il est essentiel aussi. oui, complètement. Et j'imagine, enfin, faut le transposer, mais que oui, des trucs qui tranchent un peu, des gestes un peu qui sortent, enfin, qui viennent raconter quelque chose de plus intéressant parfois qu'une histoire qu'on va raconter de manière classique. Et oui, les gestes parfois convoquent beaucoup plus de choses. Ça me parle, oui, ça me parle. Et alors, il y a une autre dimension qui est importante dans ton travail, parce qu'on a parlé de la Californie, certes, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un autre élément urbain, en tout cas, qui intervient, c'est Conflans-Sainte-Honorine même, dans cette manière de mêler, de les mêler, de les confondre. Bah, ça bon, c'est un peu C'est plus là nouveau, l'incarner, du coup, mais peut-être. bah, je pense que c'est peut-être le moment où j'ai voulu incarner un peu plus ma pratique, et après 5 ans, du coup, enfin, je dessine Conflans du coup depuis 2020, 2021, un truc comme ça, 2020, et c'est vrai que j'en étais à 5-6 ans où je dessinais ce voyage californien, avec sûrement cette mise à distance un peu et de choses un peu plus lointaines, et peut-être que je m'autorisais pas à incarner, dans mes dessins, et j'ai commencé à vouloir le faire, et c'est venu trouve un peu un leitmotiv aussi, mais voilà, ce voyage, j'ai l'impression d'en avoir fait le tour, et j'ai fait une exposition dans ma galerie à Paris d'Axache, en 2020, et du coup, je m'étais dit, bah, on va faire une première expo, ça va être une expo transition, à la base c'était une contrainte d'ailleurs qui m'était un peu imposée, où l'exposition c'était pendant le Covid, et ça devait être... bon, ça c'est décalé. Mais au début, il devait y avoir une Fashion Week au milieu, comme il y a souvent à Paris, toutes les galeries sous-louent leur espace pendant les Fashion Week. Et je devais faire une expo qui devait être décrochée à un moment. Enfin, on avait décroché mon expo et la réaccroché. Alors attends, je te coupe pas, enfin si je te coupe, mais je veux dire que pour qu'ils nous suivent, je crois que je vais aller chercher les images de l'expo, et délibérément, donc on va mettre juste une petite césure à cet endroit-là, compte tenu que je voulais que ça tourne en boucle en permanence et que je ne suis pas arrivé, il faut que j'apprenne. Donc ça, c'était une vue d'exposition, comme je fais exprès d'en placer chaque année pour alimenter le regard, et que vous découvriez un peu les processus de travail, comme il nous en a déjà parlé. Donc ensuite, j'avais placé 3 images de 2018, où... alors, j'ai intégré la sérigraphie, là, c'était Pardon. J'ai intégré la sérigraphie, là, c'était un des gestes que j'ai amené dans ma pratique, et qui était un peu dans une même lignée que le tampon, de sortir une image et d'en faire un multiple, et d'utiliser une technique sérielle, mais pour à chaque fois l'amener vers des accidents, vers quelque chose d'unique, et dans toute ma pratique, il y a cette envie-là. oui, parce que le tamponnage, comme la sérigraphie,
sont des techniques dont tu ne peux pas maîtriser à 100% le rendu de l'image une fois que... La sérigraphie, on peut, mais il y a toujours des histoires qui se passent. ça peut être vraiment Dans la très manière léger, dont mais le médium passe à travers la trame. oui, mais ça va reste venir se relativement mettre précis, sur- mais du coup, en tout cas, moi, j'essaie vraiment d'aller chercher par exemple l'accident vraiment beaucoup plus important, très très visible, et vraiment de détourner le but des procédés. Et ça, Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu utilises la sérigraphie, mais pas pour faire des œuvres multiples. ouais, je tiens. Chaque fois, c'est des pièces uniques que tu fais, hein, ça c'est clair. Donc ici, encore des images. Alors, on va quand même, on reviendra hein, sur l'exposition dont tu parlais, mais il y a une chose que je voulais aussi aborder, c'est ton rapport à l'architecture, puisque tu en as parlé d'emblée tout à l'heure. Et je voudrais en parler dans ton travail le démontre très grandement, cette relation de l'architecture au végétal. Et là-dessus, je voudrais que tu réagisses sur une formule que je vais te livrer. Je ne crois pas que je te l'ai encore dite dans nos conversations multiples. C'est une formule de Fernand Léger. On connaît tous à peu près Fernand Léger, je suppose. Et Fernand Léger, dans un ouvrage qui est une compilation de lettres qu'il avait envoyées à sa compagne, lors d'un déplacement qu'il fait à New York pour aller faire une conférence à des étudiants, dit dans cette lettre, relatant la conférence, j'ai essayé de faire comprendre à mon auditoire que l'architecture est un événement naturel comme les poissons et les plantes. Et j'aime beaucoup cette formule. Je trouve elle nous fait réfléchir. La manière dont finalement une architecture est un produit de l'humain lui-même est un produit de la nature, donc quelque part on peut aller jusqu'à considérer effectivement que c'est un produit, que l'architecture est un événement naturel. Et dans ton travail, la façon dont tu organises le mixte entre architecture et végétation, on a l'impression que toi aussi tu ne tiens pas compte de deux ordres ordinairement distincts. Ouais, c'est possible. En vrai, je ne sais pas exactement pourquoi j'associe souvent ça. Je pense que c'est des envies personnelles d'associer ces deux choses qui me plaisent assez. Et enfin, en tout cas, auquel je suis sensible et que je regarde. Après, parfois, je me dis que le fait d'avoir fait mes études à la Villa Arson, qui est un lieu qui est vraiment pas anodin, pour ceux qui n'y sont pas allés, en gros, c'est sur les collines de Nice, un tout petit peu en arrière de Nice. Et c'est une ancienne villa d'un mec qui avait une villa. Et du coup, il y avait des jardins un peu en escalade, par étage. Et à un moment, ils ont construit une architecture, donc c'est toute l'école maintenant, qui est une architecture brutaliste, tout en béton, mais où ils ont imposé... Très géométrique. Ouais, vraiment très dur et pas très rigolote, qui peut faire un peu bunker. Mais où ils ont mis tous les galets de la plage de Nice au mur, donc déjà ça donne un peu autre chose. Et il y a de la végétation luxuriante, mais partout. Et les deux cohabitent ensemble. Et peut-être que d'avoir vécu 5 ans là-dedans m'a donné un peu plus de sensibilité à ça. Mais après, non, mais c'est sûr que cette ville-là, il faut l'avoir visitée, on peut d'ailleurs. C'est un endroit assez étonnant, la ville d'Arson, ça c'est clair. Surtout avec le panorama qui s'ouvre au loin sur la mer. Alors, si on se balade dans les images que j'avais retenues, on est toujours avec les références évidemment à la Californie, hein, en permanence. Et puis, surtout qu'on est dans des fourchettes de temps très très courtes. Hein. C'est pas un artiste qui a 45 ans avec une carrière derrière lui. Il a que 5 ans de travail en fait. Hein. Ou un peu plus, allez. Mais vraiment, c'est très très short. Pardon. Donc ça, c'était une expo donc, que tu avais faite. Alors c'est bien de le relater, d'autant plus qu'il y a un élément qui m'intéresse. 2 images de cette expo au musée
d'art moderne et contemporain de Saint-Étienne en 2018, c'est-à-dire que tu avais 24 ans, c'est ça, je ne me trompe pas? Non, bah si. 26. Non, 26. Que tu as été lauréat d'un prix de dessin partenaire de ce musée, qui est associé à une exposition dans ce musée, qui est vraiment l'un des musées les plus pointus sur la scène hexagonale, puisque le musée d'art moderne et contemporain a été créé dans les années 80, dans cette effervescence conséquente à l'arrivée de Jack Lang, non pas au pouvoir, mais au ministère, pardon. Et donc, d'où le fait que dans l'exposition à Thonon, ici même, une œuvre qui est dans une des alcôves du transept, en noir et blanc, appartient à ce musée, puisque dans les conventions, il y a une œuvre qui reste, que les partenaires offrent au musée. Je ne rentre pas dans les détails. Ce qui m'intéressait, c'était d'aller capter une autre image de cette exposition, que je n'avais pas vue d'ailleurs, je le regrette, mais c'est comme ça, et d'avoir aperçu là au fond un panneau où il y a des feuilles dactylographiées apparemment, imprimées. C'est un de tes exercices littéraires. C'est ça. Qu'est-ce que c'est? Du coup, bon, ce prix offre la possibilité d'exposer dans ce musée incroyable, et c'était vraiment assez fou pour moi de faire ça si jeune et de pouvoir dire j'ai fait un musée une fois dans ma vie. Oui, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Et il finance aussi un catalogue, mais pareil, peut-être un peu comme au moment du mémoire, j'avais pas envie d'un catalogue, considérant que j'étais très jeune et que j'ai pas grand-chose à mettre dedans. Et j'avais cette envie, depuis le mémoire, j'avais bien aimé quand même écrire cette petite nouvelle, et je me suis dit que c'était l'occasion d'en écrire un. Et donc un peu exactement sur le même concept, j'ai écrit un roman, mais bon, qui était plus conséquent, là, qui faisait une centaine de pages, et je considère ça évidemment un petit peu comme mes dessins, dans un ensemble, et du coup, j'ai voulu m'amuser en gros avec ça. J'avais en tête les livres d'art, les livres objets de Ed Ruscha et d'autres trucs comme ça qui m'ont toujours énormément intéressé. Et c'était l'occasion d'en faire un. Et donc c'était présenté dans une boîte, une espèce de grande cartouche, un grand paquet de cigarettes noires, et qu'on ouvrait, et ensuite il y avait toutes les feuilles qui étaient en feuillet volant, et qu'on tire, mais qui du coup on se rend assez rapidement compte qu'elles ne sont pas dans l'ordre, parce que ça serait trop simple et pas drôle, et du coup elles sont dans le désordre, et il faut d'abord faire l'enquête un peu de reconstituer le roman pour le mettre dans l'ordre. Donc déjà, tu brouilles les cartes. Déjà, et voilà, il y a des petits indices pour aider un peu à remettre dans l'ordre un peu plus vite si on veut. Mais voilà, c'était mon petit projet que j'ai bien aimé faire, avec l'idée depuis d'en faire d'autres. Mais bon, pour faire des choses comme ça, il faut du temps, des moyens. Et voilà, alors, j'ai deux questions à propos de cet exercice-là, ce genre d'exercice. Qu'est-ce que ce type d'exercice qu'on va appeler littéraire, de création littéraire, t'apporte-t-il que le travail du dessin ne t'apporte pas? Et comment ce moment-là de création littéraire trouve-t-il sa place dans la temporalité du travail du dessin? Est-ce que c'est des plages différentes? Est-ce que ça se croise? Comment ça fonctionne? Ouais, ça, je sais plus comment. La première, c'est qu'est-ce que cela t'apporte par rapport à l'exercice du dessin, que celui-ci ne te donnerait pas? Factuellement, dans ce bouquin, il y a une cinquantaine de personnages qui n'arrêtent pas de parler, et ça va dans tous on est dans le narratif. Ouais, c'est une enquête policière vraiment classique. Et pour le coup, c'était peut-être l'exutoire où je pouvais faire parler plein de monde. Et du coup, il y avait ça qui était un peu drôle. C'est quoi? Par le fait de ce que tu viens simplement de dire, moi je ne l'ai pas lu, hein, franchement. Je l'ai feuilleté, mais je ne l'ai pas lu. Enfin, j'en ai vu des feuilles plutôt. Est-ce que c'est une manière d'être plus proche du réel que les images dessinées? Pas tellement, parce qu'au final, c'était fait comme mon mémoire, c'était
c'est une enquête policière avec des personnages inventés ou repris. Je travaillais vraiment comme dans mes dessins, un peu avec l'idée de collage et de cut-up, et enfin, du coup, c'est la même chose, mais d'aller prendre des personnages dans des livres, dans des films, des musiciens, des personnages que j'invente, et essayer de créer une histoire qui est un peu un prétexte à me balader d'endroit en endroit que j'ai lu, vu, imaginé, et que ce soit une espèce de dérive un peu absurde. Ouais, ça je sais plus ce que c'était la question. La deuxième question. La deuxième question, c'est la temporalité de l'exercice. C'est des temps différents. C'était deux exercices qui prenaient une temporalité distincte, ou si tout ça s'entrecroisait, s'entrechoquait, pouvait avoir des conséquences. Je crois que dans l'idéal, celui-là, j'aurais aimé que ce soit, une fois que mes dessins étaient prêts pour l'expo, que je l'écrive. Mais après, les contraintes étaient qu'il fallait le faire en amont, parce que du coup, il y avait plein de trucs d'édition en jeu. Donc, je me prenais chaque semaine, je me prenais 1 ou 2 jours de temps en temps, des jours où je voulais plus rester chez moi. Du coup, c'était des journées dédiées à l'écriture, et il y a d'autres journées dédiées au dessin, mais jamais la même journée. Beaucoup, c'est vrai, et je pense que je ne m'y suis pas remis depuis, parce que je pense que si je m'y mettais, il faut avoir un vrai temps. Là, tu t'es pas remis depuis à écrire? J'avais écrit une petite nouvelle pour mon expo chez Backslash. J'étais très content de refaire ça. J'ai écrit un peu mes mini-moments, enfin, je pense qu'il me fallait vraiment du temps, 1 ou 2 mois, vraiment, pour me poser là-dessus. Et les seuls moments, du coup, parce que j'ai quand même cette envie qui reste, le seul moment où j'écris un peu, c'est mes newsletters, où j'ai tendance à un peu les romancer et m'amuser un peu, c'est des petits moments de plaisir littéraire. Oui, parce que tu aimes bien écrire, c'est clair. Hein. On parlait des mails que tu envoies, c'est pas des mails d'informations fragmentées, tu développes. Du blabla. Non, j'ai pas dit du blabla. Mais un peu de la même manière qu'avec mes dessins ou mes expos, oui, il y a quelque chose, j'ai envie d'essayer de créer une espèce de voyage, aventure, en essayant de ramener des personnes qui ont envie de la suivre avec moi, et oui, de m'amuser un petit peu. Ce type-là d'exercice, c'est écrit directement à l'ordinateur, ou est-ce que pour l'écriture de ce genre de choses, tu utilises ce qu'on appelle brillamment un stylet, c'est-à-dire un crayon, ou bien qui pourrait s'apparenter à ce moment-là à l'écriture? Tu vois où je veux voir, entre le dessin et l'écriture. C'est sur graphène. C'est sur l'ordi jetable, sur le clavier. D'accord, ok. Alors, on va continuer à découvrir quelques images qui, bien évidemment, ne font que confirmer ce côté palimpseste qui est ici triomphal dans l'exposition de... Alors, par exemple, si on va en profiter, puisque le titre de cette expo, c'est Asalite Hollywood. Alors là, il faut être informé, nécessairement, et c'est ça qui m'intéresse, c'est que tes titres sont eux-mêmes, en quelque sorte, des palimpsestes. Donc, je voudrais que tu éclaires notre auditoire sur cette expression Asalite Hollywood. Autant Hollywood, ok, Asalite. Moi, la première fois que j'ai vu ce mot, je ne comprenais rien du tout. Je me suis dit, bon, c'est une invention. Donc, ça n'est pas une invention. Ouais, pour le coup, les titres, il faut donner des titres aux œuvres. Je prenais 100 titres, mais ça ne m'intéresse pas trop. Et, pourquoi ça ne t'intéresse pas trop? C'est chiant. Non, mais en dehors des chiants, ce que je peux penser, est-ce que ça a à voir avec la question de la référence au réel? Le fait de marquer, de ne pas utiliser le sans-titre un peu commun et lancinant, mais de vouloir pointer, par exemple, Asalite Hollywood. Oui, sûrement. Pendant très longtemps, en fait, jusqu'à quasiment aujourd'hui, tous les titres de mes dessins, c'était souvent la localisation du lieu. Sunset Boulevard. Ouais, c'est ça. Et là, oui, en l'occurrence, c'était un mélange de deux images. Où il y avait une image qui s'appelait quelque chose West Hollywood. Et là, c'est un dessin que j'avais fait directement au mur, à l'espace avant de ma galerie à Nice. Et donc, je me suis dit que pour le situer, du
coup, c'était un mix entre Hollywood et la rue Assali où se trouve la galerie. Oui, je dis Assalit, je ne sais pas pourquoi. Ça se dit peut-être Assali. Non, je n'ai aucune idée. Donc c'est le nom de la rue, de la galerie Ouais. niçoise avec laquelle tu travailles C'est et ça. qui s'appelle elle-même Espace à vendre, ce qui n'est pas un nom non plus très commun pour une galerie, où généralement c'est plutôt le nom du patron. Mais bon, d'accord. Donc, et c'est vrai que tu prends soin quand même à penser le titre de tes œuvres. Ça se fait souvent un peu dernièrement qu'on faut Ouais. des Ouais, mais titres, tu y consacres un moment, si mais, je peux oui, dire. mais complètement. Et en y repensant, oui, je pense qu'il y a ce truc de rapport au réel, parce que oui, j'ai toujours voulu les situer, les localiser, il y a eu ça pendant très longtemps. Comme si tu voulais absolument, au moins par le titre, donner à situer dans le temps et dans l'espace, enfin en tout cas dans l'espace ici, avec la date ça fait le temps, un élément du réel. Ouais. Tout en ayant conscience que, a priori, vous n'allez pas forcément comprendre de quoi ça parle, mais oui, pour moi, c'est des petites bribes. Et comme fragments de... je disais là au vernissage, c'est vrai que ce qui est aussi assez intéressant, c'est que cette œuvre, elle est autobiographique. Elle est fondamentalement autobiographique. Tu ne parles non pas de toi, mais que de toi dans le monde. Après, j'imagine que tous les artistes parlent de dans le monde. Oui, mais je veux dire que tu en parles avec des images qui y réfèrent. Bien sûr, oui, toute œuvre est finalement autobiographique, on est d'accord, mais avec des éléments iconographiques qui sont des lieux que tu as vécus, des lieux où tu es allé, des lieux où tu travailles. Oui, complètement. Donc, Annie Ernaux, à nouveau, qu'est-ce qu'elle dit dans ce bouquin? Et quand je le lisais et je suis tombé dessus, je me disais, ah, encore, reconstruire la dimension vécue du passé, c'est ça le projet. Tu adhères ou pas à cette formule? Reconstruire la dimension vécue du passé. C'est ça le projet. Est-ce qu'on pourrait dire que ce projet, il est là ou pas? Un petit peu peut-être, mais je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre du présent aussi. Quand je fais les dessins, c'est un vrai moment présent aussi à l'atelier de créer quelque chose. Oui, mais tu ne le fais pas sur le terrain. Oui, oui. Il y a un décalage d'espace et de temps. C'est un mix entre les deux, mais j'ai pas envie de raconter forcément. Enfin, j'essaie de créer des pièces qui existent. Là, Oui, mais quand tu fais Assalit Hollywood, c'est quelque chose qui est dans ton passé, au niveau du vécu. Bah, passé, en même temps, à Sali, du coup, comme c'était le lieu où on était là de l'exposition, c'est l'ancrer là, enfin, je suis en train de le faire aussi. Mais tu ne l'as pas fait à la galerie. Si, je l'ai fait à la galerie sur le mur. Ah, pardon, tu l'as fait, ah oui, sur le Mais mur. celui-ci. D'accord. Mais oui, pour pour celui-là. Enfin, mais pour plein d'autres, oui. c'est un peu particulier quand même, celui-là aussi. Enfin, comme. Mais il y a quand même l'idée que ça soit pas. Enfin, je pense pas essayer de faire des dessins qui racontent juste ce qui s'est passé avant. C'est un ensemble de tout ce qui s'est passé avant et de quelque chose que je vais être en train de créer. Et dans le temps de création, il y a des choses qui en sortent, il y a des nouvelles formes, il y a des accidents. Et tout ça est une partie aussi importante de présent qui ressort et parle de... Donc, donc tu ne le prendrais pas à 100% à ton compte, cette formule, compte tenu de cette dimension du présent qui est un produit aussi dans le travail. D'accord. Donc, autre type d'images qui sont... Alors, il y a un mot quand même aussi sur lequel j'aimerais bien que tu t'exprimes. On a parlé avec force du mot palimpseste. Est-ce que tu fais, toi, un distinguo entre palimpseste et patchwork? Ouais, peut-être, je pense que le patchwork, ça serait sur une même surface, des choses assemblées, et palimpseste, ça se joue dans la profondeur. Okay. Il n'y a pas de cas de figure où c'est des assemblages d'images juxtaposées? Parce que ça te donnerait à croire des fois. Mais je ne sais pas, il n'y en a peut-être pas du tout. Tes tampons sont quand même, par exemple, les tampons dans la salle des sœurs ici, ils sont l'un à côté de l'autre. Oui, là c'est du patchwork. Là c'est du patchwork, on est d'accord. Mais je mets des dessins quand même dessus. Oui, je mets des dessins dessus, ça je suis d'accord. Ça c'est le palimpseste. Oui, du coup sur tout l'ensemble, mais oui, un peu des deux. Ok. Mais
Mais ouais. Sinon, mais il y a les deux. Parfois les fonds, c'est patchwork. Oui, c'est ça. Le fond est souvent chez toi une étendue patchwork. Ouais. Et c'est dessus. Alors, ici, on voit une exposition à la galerie niçoise. Et ce qui est intéressant à repérer, c'est le sol. Parce que précisément, le motif de ce sol, c'est un carrelage basique, qui est assez, mais il est très prégnant. Hein. C'est vrai que quand je vois cette image, ça me fait sourire parce que je pense qu'une galerie, pour le dire un peu bêtement, je pense qu'une galerie à Paris l'aurait recouvert ce sol. Oui, c'est pas très neutre. Hein? Enfin, c'est pas neutre du coup. Non, il oui, est tellement pas neutre, il est tellement présent qu'il peut perturber la lecture des œuvres qu'on expose. Ouais. Toi, il ne te dérange pas du tout. Enfin, tu me diras, tu es familier maintenant. Ouais, c'est ça. Oui, maintenant j'y suis. En plus, toi, tu le remets dans ton travail, donc ça crée un lien. Oui, moi ça m'a plu. Et maintenant, il fait partie de mes dessins et de moi. Mais ouais. C'est possible qu'après on va le recouvrir. Là, on voit à nouveau une autre exposition qui était à la Fondation Salomon à Annecy, donc pas très loin d'ici. On est encore à ce moment-là dans une époque où tout est en noir et blanc. Et puis, il va advenir un élément qui est la couleur. Je me souviens très, très bien de ma première visite à l'atelier Tout est en noir et blanc. Je te propose de faire cette expo, et puis je reviens te voir, et puis, qu'est-ce que je découvre? Des images bleues. Avec le renvoi, évidemment, à cette technique de la photographie qu'on appelle le cyanotype. C-Y-A-N, on le sait bien, l'encre cyane dans nos ordinateurs, ou nos imprimantes plutôt, c'est le bleu. Comment s'est arrivé ce choix? Je ne dirais pas l'abandon du noir et blanc, parce que ce n'est pas le cas. C'était un désir d'élargissement chromatique. Tu avais peur de t'enfermer dans le noir et blanc ou... Non, mais c'est venu un peu comme dans une continuité. J'avais au début mes dessins au fusain, après j'ai donc mon envie d'explorer le dessin. Il y a eu plein de médiums qui sont arrivés, il y a eu le tampon, il y a eu la sérigraphie. Et du coup, la photographie, c'est un truc que j'ai voulu amener dans mon travail qui m'a paru assez logique finalement. Parce que je me suis rendu compte aussi que depuis le début, il y avait, je prenais des espaces. Enfin, la photo était à toutes les étapes de mon travail. Oui. Et du coup, au début, je me suis baladé dans des espaces, je les ai pris en photo, après j'ai dessiné ces photos, j'ai repris mes dessins en photo, ça devient des tampons, des sérigraphies, et puis en fait, du coup, il y a vraiment la photo à chaque fois qui est apparue. Et j'avais peut-être une envie aussi après ces quelques années, avoir trafiqué les mêmes images et avoir peut-être perdu aussi du lien avec le réel et le réel de base, de ramener un petit peu de réel. La photo pouvait apporter ça, et du coup, il y avait cette technique de cyanotype j'ai découverte et qui m'a plu, et qui était aussi pour le coup une occasion de ramener un peu de couleur dans mon travail, sachant que l'idée n'était pas forcément de faire du noir et blanc toute ma vie, c'était comme ça, mais ça devait arriver à un moment que ce soit un peu justifié. Et du coup, là, ça l'était, et donc c'était OK. Donc là, quelques images comme ça, justement, de cyanotype, et pour bien vérifier que ça n'est pas... alors, reporté, évidemment, L.A. Dreams, reporté sur l'iconographie courante, si je puis dire, mais évidemment sans abandonner le noir et blanc, ça c'est très clair, mais surtout, évidemment, cette aventure-là du cyanotype, enfin de ton intérêt pour le cyanotype, t'a conduit vers la couleur elle-même. Ouais, complètement. C'est bien cela, mais est-ce que c'est le seul, je dirais, vecteur par lequel est arrivée la couleur, ou est-ce qu'il y a d'autres vecteurs par lesquels la couleur est arrivée? Je pense que quand je me suis mis au cyanotype, du coup j'avais un fond, en tout cas j'avais le bleu qui arrivait, et après pour rester dans une idée de monochrome, parce que j'ai pas envie non plus de partir tout de suite vers trop de couleurs, un autre outil, mais enfin, c'est présenté à moi, enfin, du coup j'ai pensé à utiliser un autre outil qui était crayon de couleur, bleu,
Et ça me plaisait aussi d'autant plus où tous les derniers gestes que je faisais étaient très mécaniques, que ce soit les tampons, la sérigraphie ou même le cyanotype. Et j'étais content de pouvoir revenir à quelque chose de plus dessiné, où il y ait ma main qui apparaisse un peu plus. Et donc pour ces raisons-là, le crayon de couleur, ça a été trop bien. Et j'y ai pris un peu goût, et après ça m'a donné envie à un moment de... Mais du coup, je pense que c'était lié avec tout le reste, ça parlait un petit peu plus de moi, dessiner confluent, à plein de choses, d'incarner peut-être un peu plus ma pratique. Bah, au bout d'un moment, je me suis dit, vas-y, allons-y, la couleur, je regarde des peintres qui font de la couleur depuis des années et des années, depuis le début. Donc, de toute façon, il y a un moment où il faut que Mais est-ce qu'il y a, pour parler de la couleur, est-ce qu'il y a une envie de peinture chez toi? Oui, carrément. Mais puis depuis le début. Mais qui ne se révèle pas encore. En plus, j'ai fait de la gouache, là. Et je suis peintre. Ça y est, je suis peintre, j'aime beaucoup la formule. Mais non, et même pendant longtemps, je pense que je me suis dit, je fais pas tel. Enfin, je sais pas, je fais des dessins, mais ça pourrait être aussi de la peinture. Et pendant longtemps, je me suis dit que mes dessins, en noir et blanc, c'était de la peinture sur papier en noir et blanc. La plupart des artistes que je regarde, sont Christopher Ruhl ou Will Clayton, il y en a plein qui, c'est des artistes que je regarde qui sont considérés comme peintres, et on a des gestes qui sont à peu près les mêmes, donc voilà, alors ce qui est effectivement intéressant dans ton cas de figure, si je puis dire, c'est que en fait, tu restes pas en place, quoi. Tu restes pas en place au sens où tu veux être toujours dans l'expérimentation. On a l'impression que tu ne veux pas faire rendre de situation de quelque chose que tu as trouvé dans ton travail. C'est quoi? C'est parce que au bout d'un certain moment, tu te lasses, tu te dis non, il faut que ça rebondisse. Parce que finalement, ça pourrait être aussi rester sur une mesure, une pratique, un protocole, etc., un matériau, et puis essayer d'aller dans la profondeur. On pourrait presque aller jusqu'à dire que de te taxer de jamais vouloir aller creuse, cherche, mais reste dans le cyanotype, mais invente. Reste dans le fusain, mais va loin, cherche, creuse, il y a peut-être encore. Et toi, non, ben non, hop, tu passes ailleurs. Ouais, et d'ailleurs, c'est un peu ce qui est arrivé, enfin, ce dont on parlait tout à l'heure. Tu fais une exposition chez Backslash, et puis tu la chapitres en 2 temps. Tu la chapitres en 2 temps, vous voyez, cette image, chapitre 1, chapitre 2. Alors, la question est vraiment, est-ce que c'est... Il y a une lassitude qui arrive? Je pense qu'il y a une part de lassitude, clairement. Il y a une autre part où, pour moi, ou une insatisfaction. Non, plus une lassitude. Mais non, plus une lassitude. Les pratiques, les artistes qui font un peu la même chose, qui trouvent une recette, peut-être qu'ils vont dire qu'ils approfondissent, mais moi, bon, ça me fait un peu chier de voir toujours la même chose. Donc il y a ce truc-là, j'ai pas envie d'avoir une pratique comme ça. Je me lasse peut-être assez rapidement, une fois que j'ai un peu expérimenté telle ou telle chose. J'essaie toujours que le dessin d'après soit quand même un peu différent, et en étant dans l'expérimentation, chaque dessin doit en amener un autre. Et du coup, moi, c'est ça qui m'intéresse particulièrement. Il y a trop de choses à faire et trop de choses à découvrir encore. Du coup, voilà, j'y vais un peu petit à petit en essayant quand même de faire des choses abouties à chaque fois, suffisamment abouties pour qu'elles existent et que je les montre. Mais oui, c'est un chemin qui continue. C'est des instants T. Alors, c'est pas un chemin en ligne droite, c'est un rhizome. Ouais, c'est ça. Il y a plein de trucs que parfois je commence et j'ai pas le temps, parce qu'il y a un autre truc qui arrive. Parce que tout s'opère, en fait, tu viens de le dire, à un instant T. C'est parce que tu considères que tout se joue dans l'instant T. Que cet instant T, il ne peut pas être en suspens et être creusé. Si, Los Angeles, je l'ai creusé pendant 5-6 ans. Je pense que pour le coup, je l'ai poncé, et qu'à un moment, je me suis dit, bon, ça, on va changer parce que je suis vraiment allé au bout. Je pourrais faire ça pendant longtemps, mais ça va être chiant pour tout le monde.
Donc voilà, et j'avais aussi envie du coup, donc cette expo, c'est que j'arrivais à 5-6 ans plus ou moins de travailler sur Los Angeles. Je commençais à être repéré un peu pour ça aussi, pour faire du Los Angeles. Je sais bien, mais bon, j'avais envie d'autre chose et j'avais envie du coup d'incarner un peu plus la pratique. Et ça y est, je me sentais un peu que c'était le moment de pouvoir parler plus de moi. Et donc j'avais le challenge, c'était un moment que j'avais en tête que je pourrais dessiner un peu. C'est-à-dire que tu gagnes, tu as le sentiment d'avoir gagné une sorte d'autorité sur toi-même, de pouvoir parler de toi, c'est ça que tu veux dire? Ouais, Tu ne voulais pas le faire avant dans cette distanciation objective dont on parlait tout à l'heure. Ouais, maintenant, tu veux bien davantage te présenter aux autres. Tout doucement par étapes. Possible, carrément. Et puis c'était venu aussi, c'est un truc que j'avais oublié, mais chaque année je faisais mon anniversaire à Conflans chez moi. J'invitais des amis plus tard. Sainte-Honorine, hein, n'oublie pas Sainte-Honorine. N'oublie pas Honorine. Et du coup, j'avais pas mal d'amis qui venaient de Paris, qui ne connaissaient pas du tout la banlieue parisienne. Et en arrivant à Conflans, plusieurs fois, sur plusieurs années, on m'a dit que c'était fou comme Conflans s'assemblait à Médecins de Los Angeles. Du coup, il a fallu un peu de temps pour que ça infuse, mais il y avait aussi ce truc où, a priori, factuellement, si vous voyez ça, c'est possible que ce que j'ai dessiné et ramené de Los Angeles, c'était plein de choses que j'avais un peu autour de moi. Donc cette idée m'a plu et je me suis dit, bon, bah, allons-y, on va commencer à dessiner un peu Conflans. C'était inutile que tu ailles jusqu'à Los Angeles, quoi. Ouais, c'était sympa quand même. Oui. Mais, donc quelques images comme cela aussi, qui voilà, participent à toute cette aventure de création telle qu'il nous la révèle. Et là, elle m'a surpris cette image. Je n'ai pas compris pourquoi elle m'a surpris, mais parce qu'elle n'est pas dans le tempo des autres. bah, Là, ça, je ne sais pas ce que tu as cherché à faire. Hein, c'est un multiple, j'en fais quelques-uns. C'est un projet qui est un peu annexe, c'était avec l'atelier Chikebe à Marseille, ah, oui. qui est un atelier d'impression et de sérigraphie, qui faisait une exposition à l'espace avant. Donc c'était un hommage à Warhol en fait là. Et, ouais. Mais voilà, il y a plein de choses que je continue à mettre en place. Au final, c'était d'assumer un peu plus le motif comme je le faisais avec les tampons, mais de quelque chose peut-être un peu, je passais d'écho au motif et en même temps de commencer en couleur à jouer avec les négatifs, parce que maintenant je fais dans pas mal de mes dessins, et bon, elle a eu son utilité cette pièce, et moi j'aime bien. Ah non, mais j'ai pas dit qu'elle me déplaisait. Hein. Mais oui, elle est un petit peu différente, parce qu'en même temps elle est de facture différente, comme on dit, dans la dialectique de la peinture, plutôt que de l'impression. Donc voilà, des images. Là, une image d'exposition en 21, puisqu'il fait une exposition chez lui à Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines, et dans une orangée. Alors là, c'est intéressant parce que c'est là que tu expérimentes pour la première fois les vitres. Ouais, hein, c'est ça. Hein. Donc là, tu es content parce qu'il y a un truc à expérimenter. En fait, tu es toujours dans la recherche de l'expérimentation. Ouais, j'étais content et en même temps... Inquiet? Moi, déjà, en fait, quand la ville de Conflans m'a proposé une expo, je m'attendais à une salle municipale un peu toute pourrie, mais j'étais trop content d'exposer à Conflans. Et quand je suis arrivé là, je me suis dit, ah, ok, c'est un peu plus que ça, mais en même temps, le lieu était vraiment très beau et pas spécialement fait pour recevoir de l'art contemporain, donc c'était un très beau challenge avec ces énormes vides qui, a priori, on disait que je ne pouvais pas mettre de pièces dans l'espace parce que ça allait chauffer et les détériorer. Au mur, il y avait des tuyaux sur lesquels je ne savais pas trop ce que j'allais pouvoir faire. On me proposait de mettre des planches blanches en bois et d'accrocher mes dessins dessus, mais bon, ça ne me tentait pas du tout. Et c'est vrai que j'avais à l'atelier, on avait acheté un plouteur de découpe pour découper des vinyles. Depuis quelques années, j'ai participé à cet achat en disant peut-être qu'un jour ça me servira, mais je ne l'ai jamais utilisé. Et je ne sais pas, oui, l'idée est venue, je ne sais plus trop comment, mais c'était peut-être l'occasion d'essayer ça. Et de fil en aiguille, je me suis dit que j'allais remplir à peu près tout l'espace. Essayez ça. Mais c'est vraiment ça. On passe sa vie à essayer ça quand on est artiste. Peut-être pas tous, mais au final, moi, ça, franchement, j'avais des dimensions, j'ai préparé tout le truc en amont, c'était un gros travail, mais jusqu'au jour de l'accrocher avec mon père qui est venu m'aider à accrocher ça, c'était le mystère, et ouais, on avait quelques jours plus tard, c'était l'expo, et ça ne marchait pas. J'imagine que le résultat devait être assez satisfaisant. Hein. C'était très bien. J'ai vu que les photos, c'était quand même...
couleur qui arrive, ce qui n'empêche que, évidemment, il y a encore un peu de cyanotype avec quelques petites touches. J'ai beaucoup aimé cette image que je ne connaissais pas et qui est intéressante parce qu'elle renvoie à différentes choses. Bon, la couleur, le cyanotype, même le noir et blanc. Hein. Là, c'est vraiment la synthèse, on pourrait presque dire. Et puis, Seven Pop Gold. Alors, même topo que Asali, Hollywood, ça renvoie, je le dis à ta place, à une randonnée avec des copains, une photo de groupe et l'introduction de cette image fragmentaire dans cette iconographie mêlée. Mais ce qui m'intéresse, c'est cette composition juxtaposée de 4 secteurs. Quelle était l'idée ici justement que cette composition permette le rassemblement de tous ces éléments épars ou quoi? Ouais, parce que ça fait moins éclatement, si tu veux, et presque narratif. Il y a la BD, enfin, on va d'une case à l'autre, on la regarde, on va de la droite à la gauche, et de haut en bas. Je pense qu'au final, en termes d'intuition, il y a plein de choses que j'ai pas forcément en tête non plus, mais de base, il y a des trucs qui sont juste un peu factuels. Ou, quand je fais des sessions de sérigraphie, j'ai pas d'atelier de sérigraphie dans mon atelier, donc je suis obligé, quand j'ai une exposition, du coup, parfois, je sais que j'ai envie de faire de la sérigraphie pour cette exposition-là, donc je prépare des fichiers, tout un procédé. Mais bon, ça coûte cher de faire des sérigraphies, donc avec mes moyens modestes, en général, je choisis une image que je vais imprimer dans un certain format et un certain nombre de fois qui va me servir à mixer avec plein d'autres images. Mais donc, je suis obligé de limiter en tout cas avec une image. Et à partir de ça, j'essaie de faire un panel de fond ou de dessin. Et pour celui-ci, par exemple, je voulais faire des formes un peu plus grandes. Donc, en noir et blanc, on a c'est issu d'une précédente session. C'était une image de Conflans, donc je m'étais dit, moi sur le dessin, je vais en mettre 2 là, ça fera un patchwork, ça fera un fond, et puis je remplirai avec une prochaine édition, une prochaine session, les trous. Et donc il y a eu une autre édition après, et j'avais ça, donc je me suis dit, bon, on va remplir avec une nouvelle image. Et c'était un moment là où du coup j'avais un peu pensé à la couleur, et je me suis dit que ça faisait un fond sur lequel on pouvait essayer des choses, et que j'allais pouvoir caler peut-être mes premières figures. Enfin, je sais pas si c'est peut-être pas celui-là les premiers, mais ça me plaisait aussi de ramener la figure, mais que ça soit pareil, un élément formel, qu'on ne discerne pas tout de suite. Et, je relève dans ta parole des expressions, je crois bien que tu as utilisé boucher les trous là, à l'instant, que tu as utilisé, je ne sais plus laquelle, en tout cas, autant d'indices qui laissent entendre que tu cherches à saturer l'espace. C'est quelque chose qui te préoccupe? C'est-à-dire saturer, parce que je pense en même temps à ce qu'on a fait à la salle des sœurs et comment les rouleaux que tu avais préparés pour imprimer l'image de manière à peu près égale, tu les as coupés pour pouvoir aller faire en sorte que l'image, tu puisses même près à la rencontre des 2 plans, le plafond et du mur, tu puisses quand même encore avoir. Donc tu as cherché dans la salle des sœurs ici à faire en sorte qu'il n'y ait quasiment pas un espace blanc, comme si on pourrait dire, ah ben là il n'a pas pu le faire parce que voilà, son tampon n'y arrivait pas. Il y a une idée de saturation. Il y a peut-être là-dessus, je pense qu'il y a plusieurs trucs. Pour la salle des sœurs, d'aller jusque dans les coins, c'était aussi l'idée où je faisais un peu mon papier peint à moi, c'était un des coins au papier peint, et du coup, en papier peint, on peut le mettre jusque dans les angles, du coup, il n'y a pas de raison, fallait que je me débrouille pour arriver à faire les angles pour que ça fasse le papier peint. Après, pour le côté saturation des autres images, peut-être je me dis que mes images sont de plus en plus saturées et complexes. C'est un mouvement dans lequel je suis en ce moment parce que c'est ça qui m'intéresse. Mais rien ne dit qu'un jour je vais parvenir à des choses très très simples. Mais les choses très très simples, c'est très compliqué aussi. Du coup, moi, c'est la façon que j'ai de travailler pour l'instant avec mes outils à moi.
Après, bon, après, il y a du blanc quand même. Hein. Mais, Oui, non, il y a mais- non, mais c'est de la réserve, c'est pas la même chose. Et d'ailleurs, cette saturation de l'image, là, voilà, elle est très présente en effet en ce moment. Et puis, il y a aussi non seulement la saturation, mais disons la diffraction complète de l'image. Et alors que c'est de l'ordre de l'implosion. ouais, carrément. On est bien là, non? Alors, justement, ce qui m'intéresserait à voir, tu vois, on parcourt comme ça quelques images qui étaient prévues dans Ça, ce dessin, par exemple, quand je l'ai fait, une fois qu'il était fait, je me suis dit que ça ressemblait, enfin, ça m'avait rappelé les cartes de géo qu'on coloriait quand on était au collège ou au lycée, et du coup, c'était vraiment, ouais, j'ai fait des dessins, j'ai vu ça, je me suis dit, ah, putain, c'est marrant les cartes de géo, et ça m'a donné envie de me replonger, enfin, de me plonger un tout petit peu sur cette idée-là, et ce qui, je pense, sur des mois un peu d'infusion, ça a probablement amené à la carte routière que j'ai faite là, et parfois ça vient d'un peu Et d'accident. Alouette, ça réfère à quoi? Rue des Alouettes, juste derrière chez moi, il y a une maison Ah, rue des Alouettes. Oui, d'accord. qui est cachée là-dedans. D'accord. Et alors, si j'ai retenu celle-ci, c'est que quand même, il y a un élément qui apparaît, dont on n'a pas beaucoup parlé jusqu'à présent, c'est la figure humaine. Du coup, une fois que je m'étais Comment tu justifies tout d'un coup que la figure humaine apparaît? ça s'est fait un tout petit peu progressivement, comme avec les dessins de juste avant, là, on voyait un peu des silhouettes, mais donc ça c'était pour mon Avec exposition. la photo de Ouais. Cévennes. Et du coup, c'était l'exposition que j'ai fait en septembre à Nice, dans ma galerie à Nice, où c'est la première exposition où j'ai présenté de la couleur. Et quand j'ai préparé l'exposition, je me suis un peu dit, tant qu'à faire, maintenant que je suis allé franco dans la couleur, on va peut-être pouvoir rajouter aussi. Alors ça s'est fait un peu comme ça, et un peu parce que tous mes titres, il y a des liens entre mes titres d'expo. Et j'avais fait une expo 3 ans plus tôt à l'Espace Avant, où je parlais de billard cosmique. Et cette expo, je voulais 3 ans plus tard dans le même espace pour moi, je voulais jouer avec la mémoire et qu'il y ait plein de liens dans l'expo que je présentais avec l'expo qu'il y avait 3 ans plus tôt. Donc formellement, ça s'est joué de plein de manières. Et du coup, comme maintenant je dessinais Conflans, quelque chose qui est en France, et avant que c'était Los Angeles, du coup pour moi le billard devenait de la pétanque, il y avait une transition un peu qui se faisait comme ça, donc l'exposition s'appelait quelque chose avec la pétanque cosmique, et de fil en aiguille, je me suis dit pourquoi pas des silhouettes humaines, et pourquoi pas des parties de pétanque avec des amis et de la famille, et sûrement dans cette même idée aussi de vouloir de plus en plus incarner peut-être et parler un petit peu plus de moi. Et du coup là c'est mon frère et mon cousin. Et j'étais très content de pouvoir caler mon frère et mon cousin dans une expo. Je vais quand même faire encore une fois, parce que, ou alors c'est moi qui suis complètement hanté par Annie Ernaux, tant pis, j'assume. Ma hantise, écrit-elle justement, toujours dans cet ouvrage qui n'est pas du tout ce sont des notes analytiques de sa démarche de création. Ma hantise, mon désir, 2 points. Qu'il y ait la distance la plus infime entre le souvenir, la représentation de la réalité et la transcription. Qu'il y ait la distance la plus infime entre le souvenir, la représentation de la réalité et la transcription. C'est quand même Maxime Duo, ça, non? Peut-être. Oui, faut que ça me fasse un peu, mais je pense que je vois un peu de quoi ça parle. On est bien là-dedans. Oui, non, il y a le souvenir en oui. permanence de tout. Il y a ensuite la représentation de la réalité, et puis cette transcription. Oui, et tout ça, ça fait tout. Et tout ça fait quelque chose qui est dans d'un melting pot, je dirais presque, mémoriel. Oui, complètement. Donc, quelques images de l'exposition. Alors, quand même, une explication, parce que je suis pas sûr de l'avoir complètement perçu, ou alors je l'ai perçu à ma manière, comme on a tous le droit de le faire, évidemment. Carambolage à l'ouverture de la pétanque cosmique. Alors moi, à chaque fois que je vois ton mot cosmique, je vois la photo,
je vois ce dessin très très noir qu'on a vu tout à l'heure, avec des éclats de blanc, et je me dis, c'est là le cosmos, chez toi. Mais, alors, tu viens d'en parler là, il y a 2-3 minutes, de cette transposition poétique que tu fais de la partie de pétanque et des jolies planètes qui tournent, et ce carambolage à l'ouverture, c'est bien ça. Ouais, parce que du coup, l'exposition d'avant, c'était. Mais enfin, voilà, il y a cette idée que tous les titres se suivent comme mes expos, et que le premier, c'était à la Galerie Ouvre en 2017. Et c'était une citation d'un bouquin de Thomas Pynchon, qui est mon auteur préféré, qui est un auteur américain. Comment il s'appelle exactement? Thomas Pynchon, Pynchon. Et la plupart de ses bouquins, c'est une espèce de dérive de gens un petit peu loufoques qui suivent des enquêtes policières ou pas, enfin plein de trucs, et qui vont de situation absurde en situation absurde avec des grandes dérives. Et il y avait, à un moment, il y avait une citation qui était donc une sorte de carambolage dans une partie de billard cosmique qui m'avait plu, et je m'étais dit que ça ferait un très beau titre d'expo. Et après, de celui-ci. Donc c'est un emprunt. C'est un emprunt, et de celui-ci a découlé tous ceux d'après. Et l'exposition que j'avais faite, la première exposition personnelle à Nice, c'était réouverture de la partie de billard cosmique. Et du coup, là, je faisais un clin d'œil en remettant carambolage, en parlant d'ouverture, et cette fois c'était de la pétanque. Okay. Et le cosmos, c'est tout ça, quoi. C'est toutes ces couleurs, c'est tous ces personnages, c'est tous ces espaces, c'est tout ça qui est... Oui, le tout ça, il est vraiment très présent dans cette chapelle de la Visitation ici à Thonon-les-Bains, puisque là, pour terminer, j'ai mis 2 images, ou 3, je ne sais plus ce qui arrive, des œuvres que tu as faites d'ailleurs dans les mois derniers. Ils sont datés de 22, mais je croyais même qu'elles étaient de 23, tu les dates de 22, mais enfin, elles doivent être... oui, parce que sans cesse, tu les as reprises, retouchées, jusqu'à ce qu'elles partent, non? Est-ce que c'est ça qui arrive chez toi Non, une fois que j'ai enlevé le scotch, c'est fini. C'est fini. Oui, d'accord, oui, parce qu'il y a le... Après, avec le couleur, maintenant, parfois, je peux en revenir un peu. Sur le grand, là, c'est une des premières fois où je revenais après avoir enlevé les scotch, ou sur la partie du milieu, avec les tampons, la partie du milieu au milieu, où il y a tous les crayons de couleur, il n'y avait pas à la base quand j'ai retiré les scotch. Et le dessin, je trouvais qu'il ne se tenait pas, et donc il fallait y faire quelque chose. Et donc j'ai ajouté un peu des choses, mais c'est vraiment une des premières fois que je fais ça, c'est très rare. Pour les autres, en général, une fois que c'est enlevé, c'est enlevé, et je fais un dessin par un dessin, du coup non, ça c'est, enfin, je pense que c'est depuis septembre que j'ai travaillé ces dessins-là, et dès qu'il y en a qui est fini, je passe au suivant. Alors, qu'est-ce que l'expérience de cette expo à la Chapelle t'a permis de faire nouvellement, on va dire? J'ai pu faire ce très grand dessin. Quand j'étais venu voir l'espace d'exposition, le lieu, je m'étais dit qu'il y avait des très grands espaces, et notamment le mur d'en face. Et du coup, c'était l'occasion de pouvoir en présenter un. C'est pas le genre de format que je fais en galerie parce que ça prend beaucoup de place, et de toute façon, c'est pas quelque chose qui se vend a priori, beaucoup plus difficilement. Et j'avais envie de ça, par exemple. Et qu'est-ce que ça m'a permis? Ça m'a permis de faire une salle avec plein de tampons. Et il y a ce truc d'avoir des dessins que j'essaye d'être autonome, mais les temps d'exposition, c'est toujours des moments où ils peuvent exister ensemble, raconter quelque chose, être un peu une espèce de cosmos ou de commun. Et j'aime bien intervenir dans l'espace pour m'accaparer un peu l'espace, jouer avec. C'est jamais vraiment neutre, un espace. Et dans mon rapport à l'image et au dessin, le fait que ça soit sur papier mais parfois sur le mur, enfin, il y a une espèce de continuité un peu évidente pour moi qui me plaît particulièrement. Et donc la salle des Sœurs, là où il y a tous les tampons, je m'étais dit que cette salle pouvait être un lieu d'expérimentation cool. Et un prolongement de l'atelier, en fait. Un prolongement de l'atelier, mais sachant que pour le coup, les tampons comme ça, je ne le ferai jamais à mon atelier parce qu'il n'y a pas trop d'intérêt. À part prendre des photos, les gens ne viennent pas spécialement. Donc c'est vrai que les moments d'expo, c'est toujours des moments où je peux essayer des choses in situ, c'est des moments qui sont autres et éphémères, et j'aime bien ce côté éphémère aussi. Et la chapelle de la Visitation, ça m'a permis ça, et je m'étais dit que pour une fois aussi, à part à Conflans, j'ai toujours eu des lieux d'expo qui étaient des
voyelles cubes, des galeries, des centres d'art qui sont des espaces qu'on va dire neutres. Et là, c'était la première fois où ça ne l'était pas, c'était un peu challengeant. Et je me suis dit qu'il fallait forcément prendre un peu des choses d'ici et les amener dans mon travail, et d'autant plus que dernièrement, je commence à ramener de plus en plus de choses dans mon travail. Donc il y a toute une cohérence, c'est quelque chose d'assez challengeant aussi. Donc je suis reparti des vitraux. Les vitraux, c'est ce qui m'a paru, enfin, ce qui m'a attiré l'œil à moi. Et qui t'a confirmé la couleur, si je puis dire. Et qui m'a confirmé la couleur aussi. Du coup, tout ça, c'est des temps qui sont un peu qui se croisent. Et j'étais dans des moments où je regardais un peu plus. Enfin, je faisais de la couleur, donc ça me parlait. Et donc j'ai trouvé cool de pouvoir faire des temps pour des vitraux. Et après, de fil en aiguille aussi, en faisant mes dessins, il y avait ces couleurs-là. J'avais vu les vitraux. Je m'étais dit, on va peut-être essayer de mettre les couleurs un peu de la même manière qu'il y a sur les vitraux et d'essayer de jouer avec ça. Et la porte d'entrée, c'est le dernier truc que j'ai fait avec les vinyle adhésifs. J'avais envie, mais pareil en fait dans la salle d'essai où jusque-là souvent je travaille en termes de gestes, on va dire. Les 2 fois où j'avais déjà mis des vinyles sur les vitres, c'était une image que je plaquais sur les vitres, c'était un geste, mais ça s'arrêtait un peu là. Et pareil avec les tampons, jusque-là c'était souvent un tampon que je remplissais une salle d'un tampon, le geste était celui-ci. Mais là j'ai voulu travailler vraiment comme une compo, que ce soit un vrai dessin, une vraie peinture et un environnement complet. Un environnement, et que ce soit pas juste un geste, mais du coup de jouer avec. Donc dans la salle des tampons, il y a différents tampons qui sont composés, il y a une composition, il y a différentes encres, et dedans il y a des dessins en couleur, au crayon de couleur, à la gouache, la première fois que j'ai essayé. Et que tout ça finalement soit comme un de mes dessins dans lequel on serait pleinement. Et c'était très sympa à faire. La dernière visite que j'ai faite à l'atelier juste avant de commencer, enfin d'organiser l'expo, c'était l'image de Tarantino. Elle était en cours. Après, je l'ai revue ici. Elle signale irrésistiblement un changement de cap, là. Parce que d'abord, on lit quasiment tout d'un coup. La bagnole, Arnaud, puisque c'est lui, le paysage urbain. D'un seul bloc, il n'y a plus d'illisibilité. Bon, là où peut-être il faut se rapprocher pour le voir, il y a une carte qui parcourt toute la surface, et puis encore plus la matérialité physique du support qui a été conçu comme le dépliant d'une carte Michelin. Mais sur le plan de l'iconographie, du traitement, de l'image, c'est beaucoup plus, j'allais dire, pop art. Oui, complètement. Est-ce que toi, comment tu... Mais après, le pop art, j'ai l'impression qu'il est. Enfin, moi, c'est non, mais le pop art dans les ouais, couleurs, ouais, dans les aplats colorés, il y a moins de vibrations fractales. Ouais, il y a un petit peu plus d'aplat. Parce que enfin, bon, ça, je vois plein de. Pour moi, c'est ça, j'ai l'impression que ça ouvre quelque chose et ça me donne plein de pistes de travail. Je suis trop content de ce dessin, de tout ce que ça m'amène déjà comme idée. Après, je le vois pas vraiment comme un. Enfin, c'est pas un truc radical, j'ai l'impression que c'est la continuité. On a une image derrière. Bon, là, le fait est que c'est une photographie et que récemment, en tout cas depuis un moment, c'était toujours des dessins qui étaient repris. Donc ils avaient tous déjà énormément de couches. Donc là, on revient à une première image. Ah là, c'est directement à partir de la photographie. Ouais, là, il y a une photo. Il y a une photo qui est imprimée. Enfin, une photo, du coup, là, en plus, du coup, j'ai choisi une photo de Los Angeles. Je suis revenu à Los Angeles, mais comme ça fait une petite boucle. Oui. Une photo que je trouvais un petit peu cinématographique. Du coup, c'est pour ça que dans le titre, c'est Tarantino, parce que c'était un peu une espèce de. Enfin, ça aurait pu pour moi être une scène, une affiche d'un film de Tarantino, et avec mon pote Nono, du coup, ça fait ce petit jeu de mots à la con. Mais ouais, en gros, on a juste une photo sur laquelle j'ai superposé une carte routière, parce que j'avais cette envie et cette idée que dans toute ma pratique, il y a quelque chose un peu de l'ordre du voyage, des cartes de géo que j'avais fait un peu avant, et qu'à partir de ces 2 éléments superposés, que je pouvais aller colorier par-dessus, avec le plaisir pur un peu de la couleur, mais d'aller chercher des formes, de casser des profondeurs, de mettre des aplats, et du coup de quand même venir jouer entre la surface, et donc vraiment avoir un travail de couleur et de surface, et tout en
jouant quand même avec cette image, que de faire un peu des va-et-vient, de casser, et en même temps de créer un ensemble qui est, je colorie une photo, et en même temps il y a un truc qui est pour moi, c'est de jouissance un peu visuelle et formelle, il y a des belles couleurs. Et après, le côté pop, au final, c'est les mêmes couleurs que j'utilise dans mes autres dessins, mais c'est vrai que là, ça fait un rendu un peu plus. Un rendu différent. En tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que cette exposition à la chapelle de la Visitation, elle marquera nécessairement aussi un changement. C'est qu'il y a, ça fait 6 ans, je crois, maintenant qu'on se connaît. Il y a 5 ans, tu faisais l'exposition à la Fondation Salomon. Je t'avais proposé de venir faire un entretien public et tu m'as dit non. Tu m'as dit non, 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 non. Je lui ai dit mais pourquoi je te fais peur. On se connaissait, mais pas autant que maintenant. Il me dit non, je ne crois pas du tout que je sois capable de le faire. Quelques années plus tard, démonstration est faite que tu le fais très bien. Merci, Maxime. Merci. Et d'ailleurs, on a été très bavards. Mais moi, c'est mon bonheur de les entretenir. J'allais dire de les faire parler, d'une certaine manière, évidemment. Mais ce qui est toujours intéressant, c'est le public qui a toujours peut-être des questions qui n'est pas posées. Merci, monsieur. On vous écoute. Là, votre voix est... Oui, vous avez une bonne voix. Remercier de la qualité de l'entretien et du temps. On peut faire les choses parfois tranquillement, poser son temps, puis parcourir une heure, et ça, c'est un moment privilégié. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci à Maxime pour d'abord son œuvre globalement. Moi, j'ai la question que je voulais vous poser, Maxime, c'est qu'on a l'impression qu'on est tellement proche du manga, on est tellement proche de la BD. Maintenant, on se demande à quel moment il y aura le roman graphique qui va arriver. On est vraiment à ce moment-là. Vous avez déjà fait beaucoup de choses, on ne peut pas tout faire, mais on a l'impression qu'on est très proche de ça. Non, en ce moment, je candidate à un livre-objet qui serait un roman graphique, donc vous avez vu très très juste. C'est vraiment dans les tuyaux, c'est quelque chose. La BD, le manga, récemment, je m'y mets un peu plus, mais j'ai toujours tenu ça assez loin de moi parce que c'est des vrais dessinateurs qui savent dessiner plein de choses, en tout cas d'une manière que moi je sais vraiment pas faire, mais j'ai toujours... Il y a des BD comme de Frank Miller qui a fait des Batman ou qui a fait Sin City qui a été fait au cinéma avec Robert Rodriguez. Ce genre de trucs, graphiquement, je m'étais dit, oh, c'est trop bien, j'aimerais trop faire des choses comme ça. Et ça fait 1 ou 2 ans où je me mets à collectionner un peu les romans graphiques et découvrir ça. Notamment, on parlait de Michel Woolworth hier, mais du coup, il y a un artiste qui s'appelle Brecht Evans qui fait des romans graphiques et que j'ai découvert, c'est incroyable. Et je me suis dit, je veux faire un truc comme ça bientôt. Et du coup, c'est vrai que la BD, là, dans le dernier dessin, notamment la carte routière, j'ai l'impression que finalement, en dessinant, j'arrivais à des formes qui pouvaient faire un peu BD. J'étais trop content un peu de ce résultat, d'avoir passé tous ces trucs et d'arriver un peu dans cet univers à ma manière. Comme finalement, si j'ai pas fait de peinture depuis le début non plus, c'est qu'au bout d'un moment, la peinture pure et dure, c'est un truc qui prend des années et des années et des années, et que j'avais peut-être envie de... Et je m'étais dit que j'y arriverais d'une manière ou d'une autre, au bout d'un moment, et le fait d'y arriver par le crayon et le dessin finalement, que je me le sois accaparé au fur et à mesure, ça serait plus intéressant pour moi et pour tout le monde. Et le roman graphique, en fait, ce que j'ai envie de faire en ce moment, c'est j'ai envie d'écrire. Et du coup, j'imagine en ce moment quelque chose qui ressemblerait à un catalogue un peu d'expo, un format un peu classique, mais où il y aurait un roman qui serait écrit de la même manière un peu que ce que j'ai fait jusque-là, mais qui se passerait en France et dans des endroits que j'ai visités, et dans lequel il y aurait aussi mis en rapport des photographies personnelles, mais qui seraient donc un peu de ce type avec Arnaud, des choses qui ne soient pas forcément des très belles photos, mais juste des moments de vie et des scènes un peu absurdes, je sais pas, je verrai un peu. Et que par-dessus tout ça, il y a une carte routière qui soit un fil rouge sur toutes les pages superposée à tout ça, une carte routière qui serait hybride et qui correspondrait un peu aux lieux dans lesquels l'histoire se passerait, et que ça, ce serait une base sur laquelle je viendrais vraiment colorier comme j'ai fait ma carte routière, et jouer avec le texte, avec les images, et tout ça créer une espèce de grand objet graphique
mais dans un rapport très différent où j'ai tendance dans les expos à de plus en plus m'accaparer l'espace et aller de plus en plus sur les murs, peut-être le sol et le plafond bientôt, mais d'avoir ce mouvement inverse aussi d'un objet qui questionne aussi l'image imprimée que j'utilise dans tous mes dessins, et d'autant plus là dernièrement je venais imprimer des fonds, donc il y a tout ce rapport d'image qui pour moi est tellement cohérent et tellement, ouais, j'ai un peu les outils là, du coup j'ai envie de m'y confronter, et donc voilà, avec ça, enfin ça viendra un moment, c'est vraiment dans les tuyaux, j'ai trop envie de faire un truc comme ça. Futur rendez-vous. Effectivement. Est-ce qu'il y a une autre question? Eh bien, écoutez, merci mille fois de votre écoute attentive. C'est vrai qu'on a vraiment été long, mais c'est tellement agréable, n'est-ce pas? En tout cas, merci beaucoup. Bonne soirée, et la chapelle vous est ouverte quand vous le voulez, l'après-midi. Je ne sais plus quelles sont les heures. Enfin, bon, voilà. Merci à tous. Merci, Maxime.